Comme nous l'avons vu, Hobbes, esprit forcené, ne pouvait se tromper qu'avec application et constance. Et il s'est finalement trompé, en effet, en fondant la société sur une fausse notion de la paix. Il ne conçut pas la paix comme la concorde des intelligences et des cœurs, reposant sur une nature commune aux hommes, car s'il n'y a pas de nature commune aux hommes, il ne peut y avoir de communion, de communication. Il ne peut y avoir, sans nature, il ne peut y avoir qu'une histoire où l'homme court l'aventure de se réaliser sans recourir à ses semblables, mais à la force à laquelle il se livre. La paix qu'il vise est conçue comme une tranquillité extérieure assurée par la police et non comme le fruit du respect mutuel ou de l'amour du semblable pour son semblable, amour naturel à l'homme dès lors qu'il a une nature, une naissance qui le définit de telle sorte que tout homme est de cette nature, c'est-à-dire un animal doté de raison. L'erreur du philosophe de Malmesbury fut de n'avoir pas pensé qu'à une paix fallacieuse, les hommes pourraient préférer la liberté d'aimer. La philosophie politique de Hobbes repose sur une conception pessimiste, à vrai dire, de l'homme, véhiculée déjà par une conception volontariste de l'homme, qui a vu le jour, ici je ne peux pas développer ce point, mais qui a vu le jour avec une pensée comme celle du philosophe Duns Scott, pour qui la volonté l'emporte sur l'intelligence et qui considère l'homme dans sa condition déchue. Ce que Luther, le grand réformateur, va développer en affirmant que l'homme déchu, blessé par le péché, est complètement corrompu par le péché. Et il mettra l'accent sur cette corruption de la nature. Pour Luther, en effet, Luther est mort en 1546, fils du XVIe siècle. Pour Luther, le péché a tellement corrompu l'homme que la grâce ne peut plus rien pour lui et doit espérer le salut dans la crainte et le tremblement, avec une foi qui confine à une confiance subjective et irrationnelle. Dans ce contexte de dissolution de l'homme, la pensée de Hobbes se développe en renvoyant dos à dos la nature et la grâce. La nature tellement corrompue que la grâce ne peut plus rien pour elle. La force seule demeure, la volonté de puissance qui triomphera avec Nietzsche. Vous voyez, une désespérance dans la raison, désespérée de l'intelligence, de la raison. Se tourner vers la volonté, vers ce qui, dans l'homme, est ce qui lui apporte la force de résister, de faire face avec une
intensité plus ou moins grande à cette force agissante, menaçante, et qui doit domestiquer le Léviathan, le monstre. Le Léviathan, pardon, le Léviathan de Hobbes illustre parfaitement cette tension de l'unité réalisée dans la personne de l'unique souverain absolu, face auquel la multitude renonce à elle-même en lui déléguant tout pouvoir pour obtenir la paix. L'amitié, dans cette perspective, n'est plus première ni fondatrice du vivre ensemble. Aucun lien ne relie un individu à un autre, puisqu'il n'y a plus personne à relier, puisqu'il n'y a pas de nature humaine dans laquelle l'homme peut se reconnaître et grâce à laquelle tous les hommes sont semblables et peuvent communier entre eux. L'homme est réduit à devenir, pour l'homme, un loup dévorant tout sur son passage. L'état de guerre permanente et l'inquiétude qui étreint la multitude depuis toujours ne pourront connaître un terme que grâce à ce contrat par lequel la paix sera établie et la peur exorcisée. Ce contrat social ou ce pacte doit mettre tout le monde d'accord sur la détention d'un pouvoir sans partage remis à un souverain absolu. Notons que le pouvoir lui est remis par un contrat. L'État n'existe donc pas tant que le contrat n'est pas signé. Ce contrat est un accord entre les individus, non entre les individus et l'État. L'État est l'œuvre du contrat. La société naît du contrat. La société n'est pas naturelle à l'homme, comme chez Aristote, on le verra. Le contrat, en échange, apportera la paix à la foule en faisant peser une menace permanente sur quiconque prétendrait exercer à sa place un pouvoir, quel qu'il soit, sur les autres. Le contrat, c'est un contrat entre les individus, puisque la société est un composé d'individus. Sinon, il n'y aurait pas de société. D'accord? Donc le contrat ne peut être signé qu'entre les individus. Et donc, vous voyez, il est très important de bien saisir que ce contrat est un contrat entre les individus et non entre les individus et l'État, puisque c'est l'État né de ce contrat. L'État est le résultat de ce contrat. Le pouvoir, disons, est attribué à l'État, qui incarne ce plus froid des monstres froids, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire ce Léviathan qui concentre le maximum de pouvoir, auquel tous les citoyens se soumettent sous la forme d'un contrat en disant qu'ils délèguent à ce souverain absolu l'exercice du pouvoir. Donc l'État est bien l'œuvre du contrat. Et celui-ci, en échange, apportera la paix en faisant peser une menace permanente, comme je disais, sur quiconque prétendrait exercer à sa place un pouvoir, quel qu'il soit sur les autres. Le souverain doit être seul à détenir le pouvoir. Alors les hommes pourront sortir de l'état de nature dans lequel ils luttaient sans fin entre eux pour entrer dans l'état civilisé, l'état de culture, si vous voulez, l'état de culture. L'homme deviendra un cives, un citoyen. La société
naîtra enfin, mais il en paiera le prix. Les hommes aliéneront leur liberté au profit d'un sujet universel et abstrait, exerçant sur eux un pouvoir anonyme et sans borne. Thomas Hobbes, on l'a dit, est à la fois le théoricien du libéralisme et le théoricien du totalitarisme. Parce que le véritable problème de la philosophie politique, c'est de résoudre le rapport entre l'unité et la multiplicité. C'est un problème métaphysique également. L'un est le multiple. Comme disait mon ami Gustave Thibon, la société se transforme en désert et l'individu en grain de sable, s'il n'y a pas de relation entre les individus. Si les individus sont comme des grains de sable les uns à côté des autres, juxtaposés, sans communion, sans communication, sans relation. Et ce qui fait la société entre les êtres, c'est qu'ils puissent être en relation, en communion, en communication. Et qu'est-ce qui permet de communier, de communiquer, de partager? C'est la raison, c'est l'intelligence, c'est le cœur, c'est ce qui est dans l'homme qui dépasse l'homme, dans ce sens-là, comme dirait Pascal. C'est-à-dire, donc, l'homme ne se réduit pas à la masse de ses cellules. L'homme ne se réduit pas à ces milliards de cellules qui le composent comme biologiquement. L'homme est un être mystérieux qui sait qu'il est un homme, alors qu'une fourmi ou une mouche ne savent pas qu'elles sont une fourmi ou une mouche. Et donc, un âne ne sait pas qu'il est un âne, mais un homme sait quand il se comporte comme un âne. Et ça, c'est évident. Et donc, oui, c'est pratiquement du bon sens. Mais malheureusement, nous avons il y a une option idéologique fondamentale qui est le renoncement à cette conception de l'homme définie comme Boès l'a défini et nous l'avons exposé, une substance individuelle de nature rationnelle. Une substance, c'est-à-dire une réalité individuelle, c'est-à-dire indivise, de nature, c'est-à-dire qu'il y a une essence définissable et dans laquelle la raison fait partie, de laquelle la raison fait partie, de nature rationnelle. Il n'y a pas d'autre chose que de l'homme défini de cette façon. Et dès lors qu'on renonce à cette définition de la personne humaine, de l'homme, eh bien, évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va pouvoir rêver à autre chose que de l'homme. Et même comme Nietzsche, un surhomme qui n'a jamais su d'ailleurs décrire, n'est-ce pas? Il n'a jamais eu et ça devient un idéal irréalisable, puisque ce n'est qu'une sorte de rêve qui n'est pas fondé dans la réalité. Donc, tout cela, vous voyez, on va y revenir, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc, pour Hobbes, le fondement de la société est le contrat, l'œuvre de la culture, plutôt l'œuvre, disons, de la crainte, et non l'amitié. Seul le contrat met les individus d'accord entre eux. Anticipativement, Aristote, nous le verrons, avait déjà critiqué cette notion du contrat comme fondateur de la société civile en disant que l'amitié précède le contrat, naturellement, car en effet, pour signer un contrat, il faut déjà être d'accord. L'accord précède le contrat. Donc l'amitié précède, n'est-ce pas, le contrat. Et ce n'est pas le contrat qui est premier, qui est donc fondateur. Et c'est le renoncement à cette amitié du semblable pour son semblable, c'est-à-dire le renoncement à une nature humaine qui fait que on fait reposer sur le contrat le fondement de la société. Une société d'ailleurs qui est l'œuvre de la culture et non de la nature, on le verra. Donc, la théorie du contrat présuppose un état de nature nécessairement fictif. Parce que quand Hobbes parle de l'état de nature, de même que plus tard Rousseau, cet état de nature est conçu de manière fictive, puisqu'il n'y a pas de nature. À vrai dire, cette notion de nature est tout à fait faussée, puisque cette nature signifie la sauvagerie du loup qu'est l'homme pour l'homme, c'est-à-dire cette force brutale
qu'il s'agit de domestiquer dans quelque sorte. On pourrait comparer d'ailleurs, peut-être que je le ferai plus tard, le contrat social au clinamen d'Épicure. Je crois que je vous l'avais déjà dit, cela, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous savez que pour Épicure, c'est un philosophe atomiste, comme Démocrite, comme Lucrèce. Et pour Démocrite, donc pour les atomistes, le monde est composé d'atomes. Ces atomes, disait Démocrite, tombent en ligne droite, si vous voulez, dans le vide. Et donc, ils ne se rencontrent jamais et tombent dans le vide. Ils sont séparés les uns des autres. Ils sont séparés, les atomes ne se rencontrent jamais. Et Épicure va inventer la notion de clinamen, c'est-à-dire le fait que les atomes tombent en s'inclinant, de sorte qu'en tombant, non pas en ligne droite, mais de manière inclinée, ils se rencontrent. Et les atomes, donc, en se rencontrant, forment des agrégés, des agrégations d'atomes qui donnent une forme, qui permet, disons, d'affirmer qu'il y a quelque chose de composé d'atomes. Et bien, de même, la société, c'est quelque chose composé d'individus grâce au contrat social. Et donc, mais voyez-vous, ces atomes tombent dans le vide, il n'y a pas de nature. Pour Démocrite, et de même donc pour la pensée du XVIIe siècle qui se réfère à l'atomisme d'Épicure, Démocrite. Il faut le savoir, la conception donc atomique de la nature fait que cette nature n'a plus rien à voir avec ce qui définit quelque chose, puisque définir quelque chose, c'est circonscrire ce quelque chose dans une forme, en lui donnant une forme, qui sera l'essence pour l'homme d'être de nature rationnelle. Bon, là, je suis un peu rapide, c'est un rappel, évidemment, de tout ce que nous avons vu. En tout cas, donc, la théorie du contrat présuppose un état de nature nécessairement fictif, car il n'y a pas de nature, comme on l'a dit. Un état fictif dans lequel les individus se disputent pour acquérir une autonomie exclusive et absolue, comme les atomes. L'autonomie exclusive et absolue. L'homme, d'avant le contrat, est à vrai dire un être essentiellement atomique, isolé, asocial, ne ressemblant à personne, changeant lui-même constamment pour devenir un autre. C'est le règne de la différence pure, de la multiplicité sauvage, de l'absence totale d'unité dans un univers chaotique, inintelligible, qui se désagrège sans cesse et où l'homme, à l'image de cet univers, se décompose toujours. Le contrat inaugure donc l'histoire qui, en l'absence d'une nature humaine dans laquelle tous les hommes peuvent se reconnaître comme semblables, va recomposer un homme imaginaire et préparer son avènement comme une sorte d'anthropophanie au moyen d'un pouvoir absolu. Car le pouvoir doit être absolu, c'est-à-dire sans limite, pour instaurer une société juste, c'est-à-dire égalitaire. La société juste est donc fondée sur la force. La force est justifiée. Pascal dira, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on n'a fait que ce qui est fort fut juste. Autrement dit, on a justifié la force. C'est donc bien ce que signifie la justice, représenter les yeux bandés sur les frontons des palais de justice. Elle est aveugle pour toute différence, quelle qu'elle soit.
tient pas compte des circonstances atténuantes, si on veut, on ne tient pas compte de tout ce qui fait la moralité d'un acte, juste ou pas. La société juste, ainsi comprise, ne peut être qu'une société où règne l'égalité parfaite, mais l'égalité parfaite au sens de négation de l'autre, car un égale un, et cela ne fera jamais deux. L'égalité absolue exclut la multiplicité. L'égalité parfaite, donc, est négation de l'autre. Nous l'avons vu, si l'autre s'affirme le même que moi, il devient mon double, et je suis de trop pour lui. Il est de trop pour moi, et l'un finira par nier l'autre. L'égalité en soi fait le vide autour de soi. Nietzsche disait « le désert croît ». On retrouve l'idée de Gustave Thibon « la société n'est qu'un désert et les individus des grains de sable ». Rien de plus semblable qu'un grain de sable à un grain de sable. Ainsi, le peuple, ondoyant et divers, comme disait Montaigne, se transforme en masse amorphe. Tous doivent faire un. L'égalité est désertique. L'autre est assimilé, c'est-à-dire annihilé en tant qu'autre. L'utopie égalitaire s'achève donc en cauchemar totalitaire, où tout est un, où il n'y a pas de place pour la différence. Et c'est pourquoi on essaie d'homogénéiser les comportements. Il n'y a plus d'originalité, etc. Donc ce totalitarisme égalitaire triomphe en niant ce par quoi il se sent le plus menacé, à savoir la différence ultime et irréductible entre les sexes. D'où la diffusion de la théorie du genre et la reprise platonicienne de l'androgyna, en s'abandonnant à l'ivresse logique d'une unité totalitaire et égalitaire. Platon, qui reprend ce mythe, et conduit au communisme des femmes et des hommes. Il est logique en effet que tous les êtres soient interchangeables, si tous sont en effet un reflet, et non une réalité, un reflet de cette totalité. S'ils sont tous le même, si l'égalité est absolue. Ainsi, au XIXe siècle, les utopistes, en rêvant à l'égalité parfaite, et les scientifiques, c'est-à-dire le socialisme scientifique par rapport au socialisme utopique, en le réalisant, ont donné naissance au camp de la mort. Cette égalité parfaite, c'est comme dans le drame de Procuste. L'enfer, disait Simone Weil, est de se croire au paradis par erreur. Ça, les sociétés totalitaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes devant un choix entre les sociétés libérales qui nous proposent la liberté, comme ils la comprennent, mais au prix de notre bonheur, et les sociétés totalitaires qui nous promettent le bonheur, mais au prix de la liberté. Donc, tout cela est très clair. Donc, nous voyons à quoi conduit la négation d'une nature humaine qui permet de définir l'homme comme un être doté de raison, comme un vivant doté de raison, comme un être autonome, capable de se gérer et capable de se relier aux autres, vivre selon une certaine sagesse humaine. Eh bien, c'est cela qu'avait déjà vu Aristote
les anciens qui nous font participer un peu à la naissance de l'intelligence, qui naît au contact du réel, qui naît au contact des autres, qui s'interroge sur le mystère de l'être, et qui n'avait d'autre souci que de comprendre, que d'éviter de tomber dans le chaos, le chaos, une multiplicité qui est destructrice, qui empêche toute forme d'identité humaine. Alors justement, de même que nous l'avons vu, le contrat social est fondateur de la société civile pour Hobbes, nous allons maintenant voir comment l'amitié est le fondement naturel du lien social chez Aristote. Donc nous avons étudié Hobbes pour mieux comprendre Aristote et voir dans Aristote la véritable réponse à la question politique, finalement, de la question de l'homme comme animal politique, en conformité justement avec une essence humaine, une nature de l'homme, qui fait que l'homme n'est pas une aventure, comme disait Camus, face à Sartre, pour qui justement l'homme n'est qu'un projet, l'homme n'est qu'une autoréalisation de soi indépendamment de tout modèle, de toute définition, de toute nature, qui fait que l'homme n'étant pas définissable, je peux m'inventer et faire de moi ce que je veux, quoi. Non pas en fonction de ce qu'est un homme, puisqu'il n'y a pas de définition de ce qu'est l'homme. Donc voilà, l'homme n'est que le résultat d'une force, finalement, d'une énergie, de tout ce que je vais pouvoir mobiliser comme énergie pour faire de moi, finalement, ce que je veux. Ce que je veux. Et finalement, même de ce que je désire. Puisque l'homme réduit à l'état d'animal, non raisonnable, sa volonté elle-même ne devient qu'un pur désir animal. C'est bien le problème, vous comprenez ? C'est pourquoi là, le plus grave danger qu'encourt l'homme, c'est de cesser de vivre humainement, de vivre comme un animal. Et l'homme, donc, et c'est pourquoi toutes les fonctions animales de l'homme, toutes les fonctions animales de l'homme, nutritives, reproductives, sont anoblies par sa condition humaine en tant que raisonnable. Un homme ne mange pas comme un animal. Malheureusement, la perte du sens de la gastronomie, par exemple, grâce à nos McDonald's et compagnie, c'est encore déjà une déshumanisation. Tandis que savoir déguster un bon vin qu'on peut distinguer d'une année à l'autre, suppose déjà un usage de la raison qui fait que l'homme ne consomme pas comme un animal. C'est tout simple. Donc l'homme risque de vivre de manière inhumaine. C'est le plus grand risque qu'il court. Le philosophe, c'est quelqu'un qui part du constat de la réalité telle qu'elle se présente à ses yeux, et aux yeux de tous d'ailleurs, pour dégager de l'expérience sensible un sens intelligible. Essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et pourquoi ça aurait pu se passer autrement, si on avait agi de manière plus logique, plus raisonnable, justement, plus humaine. C'est ça l'idée, c'est du bon sens aussi. Donc, tout cela, c'est malheureusement, nous vivons trop sous la pression de cette force anonyme qui agit comme un pouvoir, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, les réseaux sociaux, enfin tout ce que vous voudrez, tout ce qui s'exprime comme un pouvoir qui ne nous donne pas la liberté d'agir et qui supprime en nous toute capacité de discernement et de choix, et voilà, et qui nous enlève donc la liberté. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais nous vivons dans une société, malheureusement, une société qui depuis 68, bon, mais depuis plus longtemps encore, mais enfin, 68 est un repère historique qui peut nous aider, mais sinon, nous vivons dans une société de la rupture de toute forme d'héritage, on ne veut plus hériter de quoi que ce soit. Si on hérite de rien, nous sommes d'ailleurs nous serons nous-mêmes d'ailleurs des gens sans héritage à livrer aux autres, n'est-ce pas, et nous disparaîtrons, et comme cette génération n'est-ce pas, qui prône justement le rejet de tout héritage, et bien qui va disparaître avec ce rejet, puisqu'on héritera de rien.
de ceux qui renoncent et rejettent toute forme d'héritage. Donc les doctrines que nous venons, toute cette pensée que nous venons d'esquisser est en totale opposition avec la pensée d'Aristote que nous allons étudier. Ce dernier soutient la thèse selon laquelle l'homme est naturellement ami de l'homme et que l'amitié fonde la société. Au commencement, il y a l'amitié, c'est-à-dire l'harmonie entre les êtres humains qui se ressemblent, car il y a une nature humaine. L'homme est un vivant doué de raison, un zoon ekon logon. C'est pourquoi l'homme recherche spontanément, dit Aristote, la compagnie de ses semblables, car le semblable aime naturellement son semblable. L'attrait du semblable pour le semblable renferme quelque chose de profond. Le semblable, en effet, est semblable parce qu'il suppose entre ceux qui se ressemblent une différence. Si deux êtres, en effet, se ressemblaient parfaitement, il n'y en aurait plus qu'un seul, c'est-à-dire un être identique à lui-même. Là où il faut distinguer égalité et identité. L'amitié serait impossible, faute d'un autre à aimer, puisqu'il n'y aurait pas de différence entre deux êtres. L'attrait que les êtres semblables éprouvent les uns pour les autres est donc doublement positif, puisqu'il manifeste l'indépendance ontologique de chacun d'eux et leur interdépendance. Il peut être d'autant plus fort que la différence entre ceux qui se ressemblent est plus grande. Mais jamais la dissemblance l'emportera sur la ressemblance. À l'inverse, jamais la ressemblance ne supprimera la dissemblance. Tel est le cas, à la portée de la main, pour nous, de l'homme et de la femme. Il y a entre eux une différence irréductible, imposée par la nature, qui prouve que la ressemblance n'est pas identité. L'amour entre deux êtres naît précisément de ce je ne sais quoi, de ce presque rien, comme disait Vladimir Jankélévitch, qui est la ressemblance perçue au cœur d'une différence radicale comme celle de l'homme et de la femme. Pourquoi la théorie du genre est arrivée comme ça sur le tapis, non pas innocemment d'ailleurs, parce que elle repose, cette théorie du genre, sur la négation d'une nature humaine. L'amour n'est possible qu'entre deux êtres différents. Et s'il unit, il unit sans confusion. L'union ne sera jamais une assimilation identitaire, une réduction totalitaire de l'autre au même. C'est-à-dire, comme disait quelqu'un, donc le mariage, c'est faire deux, les deux font un, mais il ne faut pas que, comme disait quelqu'un avec humour, les deux font un, mais il faut savoir lequel.
Donc, c'est ça. Les deux seront deux d'une une union qui ne sera jamais confusion, qui maintiendra toujours la distinction. Et c'est justement grâce à cette distinction qu'il peut y avoir amour, échange, communication. Donc il faut. Jamais leur union sera donc une assimilation. Assimiler l'autre signifierait l'anéantir en tant qu'autre. Eh bien, cela est arrivé aussi, comme Saint-Just qui dit là-bas, sois mon frère ou je te tue. Ouais, c'est le bon révolutionnaire. En d'autres termes, sois comme moi, sois égal à moi, sois moi. C'est ça le Léviathan, il dévore. Ainsi, la société totalitaire façonne le citoyen de sorte que tout le monde doit être comme tout le monde. Elle n'exprime plus la nature sociale de l'homme, elle le dénature sous la pression d'un pouvoir uniformisateur qui ne tolère aucune différence, aucune inégalité, aucune hiérarchie entre les êtres. Dans l'amitié défigurée, les deux font un, certes, mais parce que l'un, ici, a mangé l'autre. Il l'a assimilé, digéré, consumé. Tel est le processus qui substitue à la nature l'histoire comme ce qui conduit à l'autonomisation de l'homme, appelé à devenir un dieu pour l'homme, mais condamné à rester seul. L'État totalitaire au service de l'homme prométhéen est un dépeupleur. Les autres, tous les autres, sont de trop pour lui, l'unique. Ce processus qui se confond pour se légitimer avec le sens de l'histoire conduit à la multiplication des seuls, selon une expression de Paul Valéry. Or, chacun, voulant être l'unique, tous partent en guerre, les uns contre les autres. Le polémos, la guerre, avait-on dit avec Héraclite, est le père de toute chose. L'homme, désormais, ce sont les hommes en lutte entre eux pour ne faire qu'un. Il n'y a plus de nature humaine universelle et partageable. Au nom d'une unité, disons, mal comprise, tous les individus seraient de trop pour cette unité. Bon, ça, je reviendrai là-dessus. Donc, Aristote maintient que l'amitié, non le contrat, est le fondement naturel de la vie sociale parce qu'il ne peut y avoir d'égalité parfaite entre les êtres. Entre deux êtres les plus semblables, deux jumeaux par exemple, il y a encore une différence, à savoir que l'un n'est pas l'autre, en vertu de son acte d'être, que chacun possède un être propre et inaliénable. Chacun est ce qu'il est. Aucun devenir, aucun progrès ne pourront faire qu'il devienne un autre. Il demeure lui-même de la naissance à la mort. C'est une réalité existentielle qui s'inscrit en faux contre l'anthropologie anti-humaniste de type heideggerien, pour laquelle l'homme est un être pour la mort, c'est-à-dire qui existe, sort de soi, arraché à soi, jeté en avant de soi, et arraché à toute forme d'identité possible. L'homme sans nature humaine n'est jamais le même. La différence triomphe de l'identité et défigure son visage, comme dans les antiportraits de Picasso.
Nous nous trouvons ici à l'opposé de la thèse de l'égalité absolue. Tout éclate en tous sens, dans l'inégalité absolue, dans une multiplicité chaotique, une universelle et active différenciation. L'homme ne ressemble plus à rien. Cet anti-humanisme a pour moteur cette force que nous avons évoquée avec Empédocle, que ce dernier appelait inimitié, discorde ou haine, et qui est la force qui désunit et dissocie tout ce que l'amitié a uni. On voit donc le danger qu'il y aurait à considérer cette doctrine comme fondement de la pratique politique. Elle est théoriquement non viable parce qu'elle représente un risque extrême. Si elle réussissait à voir le jour, elle se donnerait en effet pour mission de projeter l'homme dans le néant, en le sortant de lui-même par la force. Elle serait en un mot nihiliste et négatrice de la vie. Tuer, en effet, ne serait plus un crime, puisqu'il n'y aurait plus personne à tuer. Or, dit le stagirite Aristote, nul ne choisirait de posséder le monde entier en devenant d'abord quelqu'un d'autre que ce qu'il est devenu, non seulement en restant ce qu'il est, quel qu'il soit. Ces mots profonds se situent à l'exact opposé de ce qui vient d'être dit. L'homme, à ses yeux, n'est pas un être pour la mort. Il désire naturellement persévérer dans son être. Il est travaillé par le désir de l'immortalité. Être pour lui est un bien auquel il ne saurait renoncer sans renoncer à lui-même. En voulant se donner l'être, en s'inventant, l'homme prométhéen ne reconnaît pour unique réalité que l'œuvre de ses mains et va jusqu'à se concevoir comme une production de lui-même. La conséquence terrifiante de ce prométhéisme est la négation de l'homme qui se détruit en voulant se dépasser, en dépassant la nature, sa nature. L'expérience et le bon sens nous enseignent toutefois que l'être précède l'agir, selon l'adage médiéval agere sequitur esse. Nous sommes, et nous sommes ce que nous sommes. Quelque chose, comme disait Pascal, et non pas tout. Nous sommes donc l'œuvre d'un être qui seul est la perfection de tout ce qu'il est. Chaque être est ce qu'il est en vertu du degré de perfection auquel son être participe. Tous sont et sont égaux en ceci qu'ils sont, mais tous sont plus ou moins parfaitement ce qu'ils sont, et c'est en ceci qu'ils sont inégaux. Cette ultime considération nous ouvre la voie de l'amitié, car celle-ci n'est possible que s'il y a continuité et fidélité à l'être, et s'il y a quelque chose de commun entre les êtres, à savoir l'acte d'être propre à chacun et le fait d'être ce qu'il est. Si l'amitié est possible entre les êtres rationnels, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont ce qu'ils sont, car ils partagent la même nature, individuellement, chacun selon son degré de perfection.
personne n'atteindra jamais le degré de perfection de l'homme parfait, mais tous y tendent. L'amitié naît de cette tension commune à tous. Si elle trouve son accomplissement dans la charité chrétienne, c'est parce que, à sa formulation païenne, s'aimer les uns les autres, s'ajoute en la complétant le commandement divin, comme je vous ai aimé. Donc, exister est un bien. Et parce que exister est un bien, respecter ce que chacun est contribue à son bonheur. C'est en ce sens que l'amitié constitue le fondement de la vie sociale, car elle consiste, la vie sociale, à vivre heureux ensemble, selon l'expression d'Aristote. L'homme n'est donc pas un atome solitaire, isolé. Il est à égale distance de l'unité isolée et numérique de l'individu atomisé et de la multiplicité chaotique et dégradante de l'être pour la mort. La dimension sociale est donc constitutive de son être. Une même nature possédée par tous et par chacun. Voilà le fondement transcendant de l'amitié. La société n'est donc pas une simple solidarité de solitaires, une juxtaposition d'individus vivant les uns à côté des autres, dans une indépendance totale les uns vis-à-vis des autres. Il serait étrange, écrit Aristote, de faire de l'homme parfaitement heureux un solitaire. Personne, en effet, ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Quand bien même l'homme serait heureux, il ne peut vivre seul. Il a besoin d'amis. L'amitié consiste à être heureux ensemble, à participer à la conscience que les amis ont, qu'il est bon d'être. Exister n'est pas un malheur à partager. L'homme n'est donc pas un loup pour l'homme. Il est l'ami de ses amis avant tout. L'existence, à vrai dire, n'est insupportable qu'aux méchants qui, comme l'observe avec perspicacité Aristote, sont instables, incapables de s'unir durablement, parce que, en étant ensemble, ils deviennent encore plus méchants, en se rendant semblables les uns aux autres, et en se détestant de leur méchanceté réciproque, sans pouvoir ressentir aucune joie l'un de l'autre, chacun cherchant son intérêt propre. Et donc c'est intéressant cette analyse que fait Aristote du rapport entre les méchants qui sont incapables de s'unir durablement parce qu'en étant ensemble, ils deviennent encore plus méchants. Pourquoi? Parce que le semblable imite son semblable. Les uns, ils deviennent de plus en plus agressifs les uns envers les autres, et en se délectant de leur méchanceté réciproque, sans pouvoir ressentir aucune joie l'un de l'autre. Chacun cherchant son intérêt propre. Notons ici qu'Aristote ne dit pas qu'il ne peut y avoir d'amitié entre gens pervers. Il observe simplement que cette amitié ne peut être durable, parce qu'il est rare, chacun cherchant son intérêt exclusivement, qu'un intérêt soit commun longtemps à tous. La portée de l'argument, donc, réside ici essentiellement dans le fait que personne ne peut vivre seul, ni l'homme heureux, ni l'homme pervers. Et donc, il fonde bien la société sur l'amour du semblable pour son semblable, sur l'amitié. S'il y a une amitié naturelle entre les hommes pervers, on ne peut accepter le point de départ de Hobbes, par conséquent, selon lequel, comme on l'a vu, l'homme
à l'état de nature est un loup pour l'homme, c'est-à-dire un individu qui, pour être unique, mange l'autre. Le grand méchant loup mange toujours le pauvre agneau. Cela explique pourquoi l'état de nature pré-social ne peut être que fictif, car l'homme est par nature constitutivement un animal social. Dès lors, le contrat social ne peut être l'acte fondateur de la société civile, puisqu'il est précédé de l'amitié, unique fondement de la société naturelle. Nous l'avons vu tout à l'heure en disant que pour signer un contrat, il faut déjà se mettre d'accord. Donc l'accord, l'amitié précède le contrat. Le contrat lui-même est donc une forme d'amitié sans laquelle il ne pourrait avoir lieu. Pour qu'il y ait contrat, il faut, donc je viens de le rappeler, un accord préalable entre les contractants, une certaine concorde, par conséquent, ou amitié antérieure à l'acte contractuel. En vérité, le contrat suppose une forme d'amitié fondée sur l'utile, telle qu'elle, celle-ci, peut exister entre deux hommes vicieux, ou entre un homme vicieux et un homme de bien, ou enfin entre un homme ni bon ni mauvais et n'importe quel autre, dit Aristote. Peu importe, l'amitié apparaît bien comme ce qui est au commencement de la vie sociale, quelle que soit la valeur morale des hommes liés entre eux. Ça veut dire que diverses amitiés sont possibles. Si diverses amitiés sont possibles, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux d'amitié. Il y a, dit Aristote, l'amitié intéressée, fondée sur la recherche du profit sous les formes de l'utile et du plaisir. Et il y a l'amitié désintéressée, reposant sur la recherche du bien de l'ami pour lui-même. Le premier niveau d'amitié a une forme contractuelle parce qu'elle a une forme révocable, comme tout contrat est résiliable. L'amitié, dit Aristote, fondée sur l'utilité, disparaît en même temps que le profit, car ces amis-là ne s'aiment pas l'un l'autre, mais n'aimaient que leur intérêt. Une telle amitié liée au niveau du contrat résiliable est inexorablement éphémère et précaire. Comment pourrait-elle fonder solidement la société ? La seule façon de faire du contrat le commencement de la société serait de supprimer cette résiliation possible et de le maintenir par la force telle que l'incarne le terrifiant Léviathan. Mais il y a aussi un niveau supérieur de l'amitié, celui de l'amitié fondée sur la bienveillance mutuelle. Cette amitié est seule durable et servir de véritable fondement, car elle vise le bien de son ami, non le sien. Elle est durable parce qu'elle se réalise entre gens de bien. Seule l'amitié, écrit Aristote, entre gens de bien est à l'abri de traverses. Une telle amitié dure parce qu'elle est bonne et véritable, chaque partie recevant de l'autre les mêmes avantages. En aimant leur ami, ils aiment ce qui est bon pour eux-mêmes, puisque l'homme bon, en devenant un ami, devient un bien pour celui qui est son ami. Ainsi, chacun de ses amis à la fois aime son propre bien et rend exactement à l'autre ce qu'il en reçoit en souhait et en plaisir. Fin de citation. Ce dernier texte donc, est remarquable en ce sens qu'il montre comment l'amitié donne à l'égalité sa véritable dimension. Elle n'est pas l'idée abstraite et parfaite de l'idée de l'égalité platonicienne. Sur ce point, Aristote, nous savons, critique Platon. L'égalité n'est pas une réalité déjà donnée, mais à réaliser dans ce monde aussi parfaitement que possible. Or, ce qui rend possible l'égalité est l'amitié. L'égalité, c'est-à-dire la justice, croît avec l'amitié. C'est la preuve qu'une société fondée exclusivement sur la justice serait frappée de cécité sur ce qui la rend praticable.
car l'égalité sans amitié n'est qu'une égalité sans vie. L'identité morte de la perfection arithmétique de la loi, à l'inverse, unie à l'amitié, elle est vivifiée par elle et maintient au cœur de la différence qui distingue les amis le lien qui les unit. Quant à l'amitié, elle se perfectionne dans la fidélité. Elle est contre ce qui tend à se séparer, le feu sans cesse rallumé qui unit toujours. C'est pourquoi, quand bien même tous les hommes seraient justes, ils auraient encore besoin d'amis. Voilà donc comment Aristote justifie le fondement de la société naturellement. La société est fondée naturellement sur cette amitié. Le semblable aime naturellement son semblable. Et pourquoi il a un semblable? Eh bien parce qu'il partage avec lui la même nature humaine. Tout homme se reconnaît dans chaque homme, comme un être qui se comporte raisonnablement.